Bienvenue dans l'émission Les podcasts de la recherche stratégique, présentée par Fabien Herbert. Bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts de la recherche stratégique, un format audio consacré aux questions de sécurité internationale créé par la FRS, la Fondation pour la recherche stratégique. Aujourd'hui, nous allons échanger avec Annabelle Livet, chercheuse à la FRS, spécialiste des questions énergétiques sur un sujet qui a fortement marqué l'année 2022 et qui est toujours d'actualité, à savoir la crise énergétique en Europe du fait de la guerre en cours en Ukraine. Bonjour Annabelle Livet. Bonjour Fabien. Tout d'abord, en ouverture de cette émission, et puisqu'il s'agit de la thématique principale, pouvez-vous nous rappeler le contexte dans lequel se trouvait l'Europe au moment du début de l'invasion russe en Ukraine au mois de février 2022? Alors pour la branche de l'énergie, mais finalement comme celle de l'industrie et d'autres, nous étions dans une situation de reprise post-Covid. Et donc c'est vrai que c'est une situation qui était assez perturbée. Alors perturbée tout d'abord parce que pendant toute la période du Covid et en raison des politiques sanitaires notamment, beaucoup d'industries ont tourné à bas régime et ce qui s'est traduit tout simplement par une baisse de la demande en énergie. Et donc cette demande qui était assez basse, on va dire pendant les périodes 2020-2021, a ensuite repris, voire même augmenté, puisque ça correspondait à cette sortie de crise sanitaire et donc finalement au redémarrage de l'activité industrielle. Alors sur le marché mondial de l'énergie, il y a eu quand même quelques tensions, à ce moment-là, une sorte de toute petite pénurie, on peut dire, puisque, sur cette même période, pendant que voilà certaines industries reprenaient leurs activités, d'autres, et notamment donc pour les pays exportateurs d'énergie, donc en gaz et en pétrole, ces pays-là n'avaient pas forcément repris leur activité, à l'échelle de 2019. Donc c'est pour ça que finalement la demande était assez élevée, d'un coup pour une offre, qui était un petit peu restreinte, à ce moment-là. Et si l'on se concentre cette fois-ci sur l'Europe, du fait qu'une bonne partie du continent, en fait, n'est pas très riche en ressources énergétiques, il est aussi important de rappeler que la Russie était le principal fournisseur énergétique, pour la plupart des membres de l'Union européenne. Donc il n'y a pas que l'Union européenne, mais beaucoup, avec des niveaux de dépendance qui sont parfois, très élevés. Alors c'est vrai qu'à titre d'exemple, si l'Union européenne en fait importait, ou importe toujours d'ailleurs, 95 de son pétrole, un tiers à peu près provenait, de la Russie justement, dans cette période, donc avant l'invasion. Et donc sur, des niveaux de si on compare avec des niveaux de dépendance encore plus importants, l'Union européenne importait, par exemple 85 du gaz qu'elle consomme. Et en fait, près de la moitié, donc parmi ces 85 de gaz, près de la moitié provenait de Russie. Donc là encore, ça signifie que la Russie reste un fournisseur très, très important. Et enfin, peut-être si on parle d'une énergie qu'on a tendance, à oublier en France, c'est que, le charbon, reste aussi une énergie, encore, assez couramment utilisée en Europe, même si on essaye de réduire son utilisation. Et finalement le charbon russe représentait 45 des importations de charbon en Europe. Donc ça, ce sont des dimensions, ce sont des échelles qui permettent de comprendre aussi à quel point, la Russie, était, extrêmement, clé finalement pour, la question d'approvisionnement énergétique et donc la sécurité énergétique, de l'Europe. Alors, c'est vrai que quand on regarde, ce type de dépendance constitue, une dimension, stratégique importante, bien entendu, puisqu'aussi, géographiquement parlant, l'Union européenne est directement connectée, en fait, par des infrastructures avec la Russie. Alors c'est vrai on peut nommer, bien entendu, Nord Stream 1 et 2, mais voilà, il y a d'autres, pipelines, ce qu'on appelle, donc des gazoducs, oléoducs, qui parcourent et approvisionnent, en fait, quasiment, l'ensemble des pays, d'Europe centrale, Allemagne inclus. Et quel impact a eu la guerre sur le secteur énergétique européen et a-t-elle le fait de l'invasion russe ou le fait des sanctions européennes?
Alors, fatalement, en fait, du fait des fortes dépendances, des pays européens, envers la Russie et donc notamment pour le secteur énergétique, comme, je l'évoquais tout à l'heure, c'est vrai que, fatalement l'impact a été, énorme finalement pour le secteur pour la branche de l'énergie. Alors, il y a une partie qui est du fait, on va dire de la Russie, dans le sens où avant même l'embargo européen, la Russie utilisait déjà, l'énergie en fait ou le transit des flux énergétiques comme un levier de pression, à l'encontre des pays européens et également à l'encontre de l'Ukraine. Donc, par exemple, c'est vrai qu'avant même l'embargo, les flux, gaziers à destination de l'Europe étaient déjà réduits en fait par la Russie de manière assez subtile, mais malgré tout, c'était un fait, donc ça créait déjà une certaine, pénurie. L'embargo n'a fait qu'accentuer finalement cette tendance. Dans la mesure où, donc c'est dans le cadre du programme, REPowerEU de la Commission européenne qui là, pose effectivement un embargo. Donc c'est la première fois dans l'histoire de l'Union européenne justement qu'il y a un embargo qui est posé sur le secteur de l'énergie et enfin vis-à-vis de la Russie, je veux dire et donc ça concernait principalement donc le gaz naturel, le charbon, et éventuellement donc d'autres technologies, énergétiques, qui pouvaient être liées. Et donc là encore, c'est vrai que, ça a poussé, finalement ça a créé une pénurie d'un côté et en même temps ça a poussé les pays membres de l'Union européenne à chercher finalement d'autres sources d'approvisionnement et donc c'est pour ça qu'on observe aussi un phénomène, très physique, de transit de changement en fait de route des flux. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur des flux qui passent, qui proviennent en quelque sorte de l'Asie du Nord et donc de l'Est de l'Europe vers l'Ouest. Mais, là, on observe ce qu'on appelle une décontinentalisation des flux, c'est-à-dire que là, les flux énergétiques passent par voie maritime principalement. Donc c'est notamment ce qu'on appelle le GNL, donc qui est du gaz naturel liquéfié qui transite justement par bateau. Là justement, effectivement, on observe que, voilà, il y a toute une dynamique de créer des nouveaux partenariats avec différents pays, chercher justement à diversifier ces partenariats, diversifier les routes énergétiques et cetera. Donc on observe, maintenant, des liens avec, par exemple les États-Unis, avec, les pays, du Golfe, et ce qui était finalement, c'était des pays qui pourtant n'avaient pas, une influence ou ne couvraient pas, si je puis dire, autant la demande énergétique européenne et qui aujourd'hui sont des acteurs, absolument clés. Voilà, dernier peut-être, point aussi sur, les impacts en fait qu'ont eu l'embargo, et donc ce conflit en Ukraine, c'est simplement l'accélération des investissements dans les technologies bas carbone. Alors ça, c'est un effet finalement, un petit peu indirect, c'est-à-dire que comme effectivement pour les investisseurs, le signal est également clair que tout ce qui touche aux énergies fossiles même si sur une période transitoire, ça reste très important, il y a une réelle, si je puis dire, un réel soutien, une réelle cohésion aussi au niveau politique, aussi bien au niveau européen, mais au niveau des pays membres, de chercher à électrifier les sociétés et donc à essayer d'investir justement, dans les technologies, bas carbone, pour produire de l'électricité et ou de l'hydrogène notamment. Et s'il n'y avait pas eu d'invasion russe en Ukraine, est-ce que la situation énergétique serait structurellement meilleure aujourd'hui en Europe? Alors ça, c'est une question assez complexe en fait parce que, je pense qu'il y a peut-être, 3 niveaux. Du moins, c'est une question qui est à nuancer, fortement. Alors, si on regarde au niveau, vraiment des prix de l'énergie, effectivement, la situation aurait été structurellement meilleure. Il n'y aurait pas eu, une inflation comme on a, aujourd'hui. Il n'y aurait pas eu des coûts de l'énergie qui ont grimpé, de manière, phénoménale, alors en France, on l'observe, mais c'est d'autant plus marquant, si on regarde du côté de l'Allemagne et par exemple de la Pologne, qui fait face même à ce qu'on appelle de la pauvreté énergétique. C'est-à-dire que les personnes ne peuvent plus, en fait, payer leurs factures d'électricité. Donc là, effectivement, d'un point de vue purement structurel, il y a une vraie dégradation, des conditions pour les Européens. Alors, cependant, voilà, si on peut, rester un petit peu plus optimiste, on peut dire que
La situation aurait été, certes meilleure au niveau, du porte-monnaie, si je puis dire, mais elle aurait été finalement, peut-être plus dangereuse à terme. Si je En fait, pour m'expliquer un petit peu, c'est-à-dire que comme on était déjà dans une dynamique de dépendance forte et qui avait tendance même à s'accentuer, c'est-à-dire que si vous voulez, il y avait la demande énergétique qui augmente et avec un ratio de dépendance, notamment au gaz russe, qui était, toujours plus important, aussi bien en termes de volume qu'en termes de pourcentage. Et donc ça signifie également que, si je puis dire, si ce qui s'est passé actuellement en Ukraine se serait passé, 10 ans plus tard, ou même 5 ans plus tard, les volumes finalement à compenser auraient été encore plus élevés et donc ça signifiait que ça aurait été encore plus difficile probablement, à mettre en œuvre. Donc ça, par exemple, peut-être qu'on peut se dire que voilà, de manière, très, très optimiste, que c'est peut-être un mal pour un bien, dans la mesure où en fait, là on remet au devant de la scène la notion de la sécurité énergétique. Qu'est-ce que c'est que la sécurisation de l'approvisionnement, des flux énergétiques? Justement, c'est de pouvoir garantir qu'il y ait un volume suffisant d'énergie qui arrive dans les pays pour justement assurer une stabilité, une certaine prospérité, aussi bien pour les individus que pour les entreprises. Et enfin, peut-être je ne saurais pas dire si c'est vraiment, si la situation aurait été mieux avant ou pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que, comme je le mentionnais tout à l'heure, cette prise de conscience sur la sécurité énergétique et du fait justement de ce conflit en Ukraine, ça a provoqué une réelle prise de conscience pour beaucoup de pays que la décarbonation n'a pas que des enjeux climatiques, mais également c'est un enjeu sécuritaire et donc c'est vrai que ça a donné si je puis dire, un coup de fouet en fait, et aux investissements et ça a finalement renforcé une forme de consensus, sur un sujet qui pouvait être encore assez clivant justement de décarboner les sociétés, où on se demandait un petit peu à quel rythme, est-ce que les investissements valaient bien la peine et cetera. Aujourd'hui, voilà, la réponse est clairement oui. Donc voilà, je c'est vrai que c'est peut-être pas forcément, d'une manière dont tout le monde aurait souhaité, mais je pense qu'effectivement, structurellement, ça permet d'aller au moins de l'avant. Quelle perspective imaginez-vous pour le secteur énergétique européen à court et moyen terme? Alors là encore, c'est une question, assez délicate, pour tous les énergéticiens d'ailleurs, puisque c'est vrai que finalement, tout le monde c'est un petit peu la grande question pour tout le monde, je dirais. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, à court terme, c'est vrai que les prix de l'énergie, malheureusement, risquent de rester élevés, pour 2 raisons. C'est-à-dire que la première, c'est que nous restons quand même malgré tout, dans nos sociétés très dépendants aux énergies fossiles. Et ces énergies fossiles, sont justement sujettes à, une forte volatilité des prix pour des raisons géopolitiques. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est le jeu des grandes puissances, et notamment des pays, fournisseurs, en énergie, donc en gaz et en pétrole en particulier, qui vont un petit peu donner le tempo, des prix en fait, des prix sur le marché en fonction de leur capacité à fournir de l'énergie. La demande, elle est là. La demande énergétique, elle est constante et elle est croissante, notamment pour ces énergies-là, aussi bien en Europe qu'en Asie. Mais finalement, encore une fois, la variable, ça va être du côté de l'offre et donc du côté des pays fournisseurs. Et c'est eux, en fait, qui doivent décider s'ils acceptent ou non, par exemple, de produire plus d'énergie, enfin d'extraire plus de gaz, d'exporter plus de pétrole, et ce qui permettrait justement un petit peu de réduire un peu les prix sur ces secteurs-là. Donc ça, à très court terme, c'est quelque chose qu'on peut observer. De la même manière, si on regarde du côté de la demande énergétique en Europe, on peut tout à fait imaginer que, il y ait une recherche de réduction de la demande énergétique, c'est-à-dire qu'on essaye de réduire tout simplement sa consommation d'énergie. Alors, soit c'est fait, malheureusement un peu par la force des choses, due à une pauvreté énergétique comme je le définissais tout à l'heure, ou alors par exemple justement par des travaux sur la recherche d'une certaine sobriété énergétique ou des travaux sur l'efficacité énergétique. Tout ça, ça permet justement de réduire un peu la demande en énergie et donc, quand on réduit les besoins, ça permet aussi peut-être de réduire un petit peu les coûts à ce niveau-là. Si on regarde au niveau des sources énergétiques utilisées, alors on a, en Europe là, une vraie rupture entre la consommation de gaz naturel,
à l'origine qui se faisait justement jusqu'au début du conflit en Ukraine et qui aujourd'hui se transforme par du GNL, donc le fameux gaz naturel liquéfié, qui en fait est la même chose que du gaz naturel, simplement il est liquéfié et cette opération de liquéfaction, de transport et de regazéification fait que le gaz est aussi plus cher. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut observer, ce recours au GNL qui sera beaucoup plus systématique et qui aura effectivement aussi un coût, plus durable finalement sur les prix des factures de gaz notamment. Si on regarde, finalement, sur le long terme, cette fois-ci, on peut se dire que voilà, il va y avoir des efforts quand même d'électrification, de décarbonation, donc comme je disais aussi par électrification, pardon. Également la recherche, de faire monter en fait un marché, de l'hydrogène. Donc voilà, ça ce sont des sources, énergétiques qui seront probablement de plus en plus courantes. Il y a également des lois qui sont sorties sur des mesures, par exemple pour l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, des relances aussi au niveau européen pour le nucléaire. Donc voilà, sur le long terme, on peut imaginer en tout cas que, effectivement la situation se stabilise un petit peu plus de par l'électrification des sociétés. Ce qui reste finalement, je pense, le plus difficile à définir, ce sera à moyen terme. Donc c'est vraiment cette étape de transition. Là, pour le coup, ça reste, en tout cas de mon côté, une question un peu en suspens et en espérant en tout cas que ça aille vers du mieux. Un point qui est important, également de mentionner, c'est que finalement, voilà, il y a tout une restructuration, une refonte complète, des consommations, énergétiques. Alors effectivement, ça se traduit par un changement des sources d'approvisionnement en énergie, donc ça correspond aussi un peu à l'histoire de l'humanité, hein. Si on regarde bien, on passe, du feu, on a appris à utiliser le charbon, ensuite ça a été le pétrole à partir de la Seconde Guerre mondiale et là aujourd'hui on essaye de chercher des alternatives au pétrole et au charbon, en essayant d'électrifier par d'autres moyens ou d'utiliser par exemple du gaz, de l'hydrogène et cetera. Donc ça, c'est vrai que c'est un processus, on va dire, de long terme, en fait et qui impose des grands défis, finalement aux humains. Mais il y a également un autre aspect qui, à mon sens, est important, c'est finalement de se dire aussi qu'on est finalement maître de son propre moyen de consommer son énergie. Et ça, je pense que c'est important aussi. Des fois, c'est ce qui permet aussi de garder, un peu d'espoir en se disant qu'on a quand même un certain degré de contrôle sur la situation. C'est-à-dire que moins on consomme d'énergie, plus ça permet de dégager des volumes énergétiques pour d'autres choses. Et ça signifie justement aussi bien, ça peut se travailler par des gestes, au quotidien, ça peut se travailler aussi au niveau des industries, ça peut se travailler également par rapport, je sais pas, au mode de mobilité, ce genre de choses et c'est vrai que ce travail sur la demande, à mon sens, va être, toujours plus important et sera probablement, assez significatif, en fait, dans la réussite de cette transition ou du moins, pour essayer de faire en sorte que cette transition soit, si je puis dire, la moins douloureuse, possible. Merci Annabelle Livet, merci à vous qui nous écoutez. Si vous voulez suivre les activités des chercheurs de la FRS, rendez-vous sur notre site internet. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Enfin, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page YouTube, vous y trouverez de nombreuses vidéos sur des sujets divers et variés, toujours en lien avec les politiques de sécurité internationale. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission. C'était les podcasts de la recherche stratégique, présentés par Fabien Herbert.